Il y a un an, Donald Trump était réélu pour un second mandat. Depuis, il a négocié un cessez-le-feu à Gaza. C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Alors la méthode Trump fait-elle ses preuves? Vous avez réussi à faire quelque chose que personne ne pensait faisable. Le président américain a aussi instauré des droits de douane et lancé une campagne massive d'expulsion de migrants. 11 millions de migrants illégaux, en majorité mexicains, vivent aux États-Unis. La nouvelle administration a également réduit les contributions américaines dans des organisations internationales. La suspension de l'aide américaine provoque en Afrique du Sud la pire crise de santé publique depuis l'explosion des cas de VIH il y a 25 ans. Et fait baisser les subventions pour les universités dans la recherche. Ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste scientifique et j'ai jamais connu une crise pareille. Une crise aussi dans le tourisme avec des visiteurs qui délaissent les États-Unis. Je crois qu'on est devenu un petit peu moins amicaux avec nos amis du monde. Dans ce contexte où sont passés les opposants au président américain, aujourd'hui, nous allons parler du Parti démocrate, qui, vous le savez peut-être, existe encore, sur le papier en tout cas. Donald Trump, l'homme qui promet la paix et divise l'Amérique, on en parle tout de suite dans Objectif Monde. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Quel est le visage de l'Amérique de Donald Trump un an après sa réélection? Après d'importantes manifestations ces dernières semaines contre la politique de son administration, pourquoi n'entend-on pas plus l'opposition démocrate? Question posée à nos invités John Law, porte-parole de Republican Overseas en France, et Cole Stengler, journaliste et auteur du livre Le Miroir américain. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à Donald Trump, le président qui veut mettre fin à toutes les guerres. La semaine dernière, il a vécu un moment de gloire à la Knesset en Israël après avoir obtenu un cessez-le-feu à Gaza et la libération des derniers otages israéliens. Retour en images sur un succès diplomatique avec Sophie Goldstein. Un triomphe lorsqu'il entre à la Knesset. Donald Trump, l'homme de la fin du cauchemar selon ses propres mots, est celui qui redonne de l'espoir après 2 ans de guerre meurtrière à Gaza. Monsieur le Président, vous êtes là devant le peuple d'Israël, non pas comme un président américain, mais comme un géant de l'histoire juive. Le président américain s'avoue. C'est le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu, c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Pas une ou deux, mais plusieurs ovations. Le Premier ministre israélien a attendu près d'une demi-heure avant de pouvoir s'exprimer à son tour. Il y a 2 semaines, vous avez réussi à faire quelque chose que personne ne pensait faisable. Un miracle, dit Netanyahou. Monsieur le Président, vous êtes engagé pour cette paix, je le suis aussi. Et aussi, nous ferons cette paix. Plus politique que jamais. Netanyahou, qui espère rester aux affaires alors que l'opposition trépigne, estime le moment venu d'élargir les accords d'Abraham aux pays arabes de la région et aux pays musulmans au-delà de la région. Mais il ne fera pas le voyage de Sharm el-Sheikh en Égypte aux côtés de Trump, officiellement pour cause de fête juive. Une occasion ratée de s'afficher ouvertement pour la paix pour une partie de la presse israélienne. La guerre est finie, assure Trump, mais tout reste à faire pour Gaza et une paix véritable, à partir d'un accord qui n'est qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas par intermédiaire interposé. Voilà, John Law et Cole Stengler, merci d'avoir accepté notre invitation. John Law, je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de Republican Overseas, qui est l'organisation officielle du Parti républicain pour les Américains qui vivent à l'étranger. Cole Stengler, vous êtes journaliste, écrivain et vous venez de publier l'ouvrage Le Miroir américain aux éditions Les Arènes. Voilà. Première question à vous, John Law. Donald Trump, il aurait vraiment bien mérité ce prix Nobel? C'était quoi? C'était une histoire de jour? Pour moi,
Le prix Nobel, ça va arriver. De ce que je comprends des prix Nobel, normalement, ça arrive après tout était déjà fait. Mais je dois dire que le succès que le président Trump a eu avec cet accord qui a été signé le 8 octobre était assez énorme parce que quand il est arrivé à être président, il a renversé la politique de Joe Biden, même Barack Obama, et il a donné beaucoup d'appuis au gouvernement d'Israël pour combattre contre Hamas, contre Hezbollah et finalement contre Iran. Et donc, avec ça, il a aussi réussi à obtenir des appuis des États musulmans et arabes dans la région. Et c'était ça qu'a apporté cet accord. Cole Stengler, Benjamin Netanyahou, le président israélien le Premier ministre israélien dit dans ce sujet que Donald Trump est l'homme de la fin du cauchemar. Vous parlerez vous aussi d'un triomphe, quand même d'un succès, on peut le reconnaître, diplomatique pour le président Trump au Moyen-Orient? Oui, clairement, c'est un succès diplomatique. Après, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de cet accord. Donc là, les parties sont d'accord sur la première phase, donc un cessez-le-feu, la libération des otages, libération des prisonniers palestiniens, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Quel sera le rôle de l'autorité palestinienne dans cette nouvelle configuration? Quel sera le rôle des forces internationales qui seraient peut-être sur place, qui ont été évoquées par l'administration Trump? Il y a quand même beaucoup d'incertitudes, et puis je ne parle même pas de la question d'une création d'un État palestinien. Il faut se rappeler que Donald Trump et les États-Unis aujourd'hui s'opposent à la création d'un État palestinien. Ceci étant dit, évidemment, c'est une réussite et c'est intéressant. Donald Trump a réussi là où Joe Biden, clairement, a échoué. Il a réussi à mettre suffisamment de pression sur le gouvernement israélien pour que finalement ils acceptent un accord. C'est ça la vraie réussite de Donald Trump, il faut absolument le reconnaître. Joe Biden était au pouvoir, les démocrates derrière lui. Joe Biden n'a pas réussi à faire ce que Trump vient de réaliser. John Law, il y a un dossier sur lequel quand même Donald Trump a moins de succès, moins de réussite pour le moment en tout cas. Il s'agit du dossier ukrainien. Il a dû annuler récemment sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Budapest en Hongrie. Est-ce qu'on peut dire que finalement, là où la méthode Trump a fonctionné au Moyen-Orient, elle a peut-être du mal à être efficace avec Vladimir Poutine? Les situations sont assez différentes. Selon moi, Poutine ne veut pas un accord. Il n'a pas eu des pressions pour avoir un accord, donc il faut encore attendre. Donald Trump est venu en disant que je peux résoudre le problème de l'Ukraine dans 24 heures. Évidemment, ça n'était pas possible. Maintenant, je pense, on voit que Donald Trump il peut changer son avis de temps en temps, mais maintenant, je pense qu'il commence à être convaincu que Poutine ne veut pas accepter un cessez-le-feu. Et donc, il faut augmenter les pressions. Et on a vu aujourd'hui, avec des nouvelles sanctions contre les sociétés pétrolifères de Russie, que peut-être c'est une autre étape. Et en même temps, on voit que l'Europe est en train de voter aussi un nouveau paquet de sanctions, oui. L'Europe vote aussi un nouveau paquet de sanctions. Exactement. Ça, c'était pour moi un très bon signal que les sanctions étaient développées et annoncées en même temps pour l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est bon. Et l'autre jour, on a eu aussi la nouvelle que la Suède va vendre 150 avions à Ukraine. Donc, des avions Gripen. Ils n'auront pas de Tomahawks, ils auront des Gripen qu'ils achèteront. OK. Mais la pression... Mais les Gripen sont très bien aussi, il paraît. C'est très bien aussi. Oui. Cole Stengler, Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours. C'était quoi? C'était trop ambitieux?
Oui, clairement, on voit que la façon dont il gère la diplomatie américaine est assez erratique. Un jour, il est en train d'humilier Volodymyr Zelensky devant la presse, devant le public américain, devant le public international. C'était vraiment ça, une humiliation publique. Et puis, une semaine plus tard, quelques semaines plus tard, il va menacer Vladimir Poutine. Donc en fait, finalement, mais il se montre un peu trop confiant, trop conciliant. Il se montre trop conciliant peut-être avec le président russe. Il a cette idée selon laquelle il peut juste se retrouver face à face avec un dirigeant politique et puis il est capable finalement de le convaincre. C'est un peu ça, son approche. On l'a vu aussi pendant son premier mandat. Il avait cette fantaisie finalement de faire un accord avec le dictateur nord-coréen. Et on l'a vu aussi avec Vladimir Poutine, le fait d'organiser un sommet diplomatique en Alaska sans avoir le moindre accord précis, c'est assez étonnant. Donc en fait, il a déjà le côté, la mise en scène, la mise en spectacle, c'est important. Et puis ensuite, il a vraiment il pense qu'il est capable de convaincre les dirigeants s'il est en face à face. Et ça a marché avec Benjamin Netanyahu. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Allez, on va continuer à parler de politique étrangère, puisque justement, vous faisiez référence tout à l'heure justement à l'Ukraine. Et c'est une image qui a fait le tour du monde. Il y a quelques mois, vous en parliez, J.D. Vance, qui a attaqué violemment Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Une charge sans précédent qui illustre le rôle et le poids du vice-président américain aux côtés de Donald Trump. Son portrait est signé Franck Genozo pour France Télévisions. Il ne perd jamais son sang-froid, mais ses adversaires le décrivent comme un cogneur zélé et calculateur. En l'espace de quelques mois, J.D. Vance s'est fait une place de choix aux côtés de Donald Trump, propulsé sur le devant de la scène par cette attaque inédite contre Volodymyr Zelensky. Croyez-vous qu'il soit respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis et d'attaquer l'administration qui essaye d'éviter la destruction de votre pays ? Avec cette séquence, J.D. Vance s'est affirmé en bras droit sans scrupule de Donald Trump, chargé de diffuser le changement de ton de l'Amérique, comme ici lors de son premier grand discours international à Munich. La menace qui m'inquiète le plus en Europe vient de l'intérieur. Le recul de certaines de ces valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. Tout juste quadragénaire, il ne fait de la politique que depuis 4 ans, mais le milliardaire l'a choisi pour des atouts que lui n'avait pas. Un passage dans les Marines à la sortie du lycée, des contacts dans la Silicon Valley où il a réussi, et des origines populaires dont J.D. Vance fait le récit dans un livre devenu un best-seller, puis un film. Il y chronique l'Amérique blanche et pauvre de son noyau natal et son enfance cabossée entre un père absent et une mère tombée dans la drogue. Un destin qui n'était pas fait pour le conduire jusqu'à la Maison-Blanche et qu'il ne manque jamais de mettre en avant. Notre parti est celui des mères célibataires, comme la mienne, qui se sont battues avec les fins de mois difficiles et l'addiction, mais n'ont jamais baissé les bras. Et je suis fier de vous dire que la mienne est là ce soir et qu'elle n'a plus touché à la drogue depuis 10 ans. Je t'aime, maman. Un parcours atypique qui, dans les zones rurales, renforce son crédit auprès des militants du Parti républicain. Il sait parler aux gens avec des mots simples et directs. Avec ses origines, c'est un miracle qu'il en soit arrivé là. Il a travaillé très dur pour ça, et ça ne peut que me rendre admirative. Ultra-conservateur, J.D. Vance est un converti. Au catholicisme d'abord, lui qui a vu le pape François à la veille de sa mort. Mais surtout, aux idées de Donald Trump, après les avoir longtemps combattues. Trump est un très mauvais candidat et honnêtement, je crois une très mauvaise personne. Je ne voterai jamais Trump, je ne l'ai jamais aimé. Il y a dans le soutien à Donald Trump des éléments issus du racisme et de la xénophobie. Il deviendra finalement le meilleur avocat du candidat, prêt à tout pour le faire élire. S'il faut inventer des histoires pour que les médias prêtent attention à la souffrance des Américains, c'est ce que je ferai. Un vice-président reste traditionnellement dans l'ombre. Mais l'ambitieux J.D. Vance voudra prendre une part de la lumière qui accompagne en permanence le président américain. John Law, lors de son discours à la conférence sur la sécurité à Munich, le vice-président, justement J.D. Vance, on l'a vu dans ce reportage, a eu des propos très durs contre l'Europe. Pourquoi l'Union européenne était à ce point dans le viseur de l'administration américaine ?
Je pense que le vice-président voulait passer un message et c'était un message assez dur, mais c'était un message, selon moi, assez important. Il voulait dire à les pays européens que les valeurs européennes, les valeurs de l'Ouest, sont quelque chose d'important et les pays doivent être conscients de les protéger et les défendre. Et il a parlé de la liberté d'expression, le fait que dans plusieurs pays en Europe, la liberté d'expression, on peut aller dans prison. Il a cité 2 exemples, je pense en Suède, en Angleterre, des personnes qui ont parlé de quelque chose qui était considéré offensif à un certain groupe et les personnes ont subi des procès criminels. Et l'autre chose qu'il voulait dire est que les partis politiques, spécialement les partis traditionnels, ne coupent pas très bien ce que veut le peuple. Et c'est pour ça que le peuple cherche des alternatives. Et il a dit, vous devez écouter bien, principalement sur le thème de l'immigration et des autres choses. Cole Stengler, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu justement ce discours et ces mots très durs contre l'Europe prononcés par le vice-président américain il y a quelques mois? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas sous-estimer vraiment le côté opportuniste finalement de J.D. Vance. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière publique en critiquant lourdement Donald Trump, en le comparant à un Hitler américain, c'est ce qu'il avait dit, c'est ses propres mots. Aujourd'hui, il le soutient. Il a compris que pour gagner aujourd'hui au Parti républicain, il faut rester fidèle à Donald Trump. C'est vraiment la ligne, l'élément le plus important aujourd'hui pour comprendre le Parti républicain. C'est la fidélité absolue à Donald Trump. Et donc, J.D. Vance a compris pour sa propre carrière, il fallait soutenir Donald Trump, il fallait accepter d'être associé avec Donald Trump. Et donc, finalement, il le soutient. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, il parle de la liberté d'expression. Il y a des vraies différences entre nos différents systèmes. Il y a la première armement aux États-Unis, mais on ne peut pas dire non plus que la liberté d'expression est menacée en Europe. Quand J.D. Vance parle de la liberté d'expression, il veut surtout défendre la ligne des grandes entreprises de la tech américaine qui, beaucoup d'entre eux, qui financent la campagne de Donald Trump et qui soutiennent les républicains. Et donc, aujourd'hui, l'administration américaine est très, très critique des régulations sur le numérique en Europe. Et donc, J.D. Vance reprend sur l'IA aussi, je pense notamment à ce qu'on appelle la DSA, Digital Services Act. Il y a, finalement, J.D. Vance, il reprend le discours de l'industrie. C'est assez simple, finalement. Vous êtes d'accord, il est opportuniste, J.D. Vance. C'est vrai que pendant longtemps, il a refusé de suivre Donald Trump. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? J'étais un peu surpris quand J.D. Vance était sélectionné comme vice-présidente. Mais c'est vrai, il est un homme très intelligent, il parle très bien, il a fait un débat très, très excellent pendant la campagne présidentielle. Et je suis d'accord, il doit rester fidèle à Donald Trump. Et il joue un rôle actif aux côtés de Donald Trump. Il est très présent. Donald Trump se repose beaucoup sur son vice-président. Je pense que Donald Trump l'écoute assez bien. Alors, on est obligé de s'interrompre. On va continuer à parler de ce duo, de ce tandem Donald Trump et J.D. Vance. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les mesures choc contre l'immigration. Il a mis en place le travel ban, l'interdiction en bon français aux ressortissants de 7 pays d'entrer sur le sol américain. Il a aussi lancé une campagne massive d'expulsion contre les migrants illégaux. Pour ce faire, il a renforcé les moyens de la police de l'immigration. ICE, c'est son nom, emploie des méthodes très musclées et ces policiers se retrouvent aujourd'hui comparés à des chasseurs de primes. Commentaire signé Diane Schlinger pour France Télévisions. Un livreur face à ICE, la police de l'immigration. Les agents lui courent après dans les rues de Chicago. Il slalome et d'un coup de pédale parvient à leur filer entre les doigts. Cette vidéo est devenue virale comme l'un des rares exemples où ICE a laissé échapper sa proie. Car sous les ordres de Donald Trump, la chasse à l'homme, ou plutôt aux hommes, est ouverte. Qu'importe le casier judiciaire, toute personne en situation irrégulière est traquée pour être expulsée, quelle que soit l'heure ou le lieu.
Quand nous arrivons sur ce parking à Chicago, une descente vient tout juste de se produire. C'était le chaos, ça s'est passé en à peine quelques secondes. Ils ont essayé de fuir, mais ils ont tous été attrapés. Alors qu'ils s'apprêtaient à aller travailler, 20 migrants ont été emmenés malgré les protestations des riverains. Des interventions éclairent sur les lieux de travail. Cet employé de supermarché est mis à terre, menotté par des agents en civil. De nombreux livreurs sans papier ont été arrêtés en pleine rue, en pleine course. Alors à Washington, les rares que nous rencontrons se font discrets. On a la peur au ventre parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent nous attraper. Cette Vénézuélienne est entrée légalement aux États-Unis il y a 3 ans. Mais Donald Trump a annulé son visa, comme tant d'autres. Je ne devrais pas avoir à courir car je ne suis pas une délinquante. Mais bon, je veux éviter les problèmes, alors oui, je fais demi-tour dès que je vois la police de l'immigration sur ma route. Le virage est politique. La Maison-Blanche elle-même publie ce montage vidéo où la traque des illégaux est décrite comme un jeu. Les migrants comparés à des Pokémon. Alors quand la police de l'immigration débarque, c'est le sauve qui peut. Sur ces images, on voit un homme s'enfermer en catastrophe chez lui. La police a ses trousses. Quand ils ont essayé de forcer la porte, je me suis mis comme ça, pour la bloquer de tout mon poids. Ma femme est tellement anxieuse qu'elle n'arrive plus à dormir. Certains ne sortent plus que pour emmener leurs enfants à l'école. Mais là encore, Ice les attend. Papa, il y a la police. Cet homme est marié avec une Américaine et en pleine démarche pour obtenir la carte de résident permanent. L'agent enfonce la vitre à coups de canif. Je sors. Parce que son visa a expiré, l'homme est arrêté. À Washington, devant cette école, des agents ont été repérés à plusieurs reprises en train de patrouiller. Alors les parents en situation illégale n'osent plus accompagner leurs enfants jusqu'au portail. J'ai peur, je regarde un peu partout dans la rue autour de moi. Mes enfants aussi sont effrayés pour moi. À chaque fois que je les laisse partir, ils me disent « Fais attention à toi, maman ». La solidarité s'organise. Des bénévoles se relaient pour escorter ces enfants jusqu'en classe. On veut vraiment faire quelque chose pour les aider. Ce ne sont pas les valeurs de l'Amérique. Nous sommes une nation d'immigrés. Selon les derniers sondages, une majorité des Américains considèrent que la police de l'immigration va aujourd'hui trop loin dans ses méthodes. Allez, on part tout de suite à Washington, retrouver justement Diane Schinger. C'est vous qui avez réalisé ce sujet. Merci d'être avec nous. Alors, dans votre reportage ou dans votre sujet, on voit ces hommes qui traquent ces migrants, visage masqué. En fait, tous appartiennent à la police de l'immigration, ICE en anglais. On peut dire que c'est une police qui n'a jamais eu autant de pouvoir, autant de moyens aux États-Unis. Oui, tout à fait, c'est totalement inédit. Cette police de l'immigration, elle existe depuis longtemps, mais Donald Trump l'a portée à une toute autre dimension. Budget doublé par rapport au mandat de Biden, plus 50% d'effectifs d'ici 2029, plus 268% d'arrestations. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. Ce qui est important, c'est surtout que son pouvoir, ses prérogatives ont énormément augmenté. Avant, ces agents n'intervenaient que dans le cadre d'enquêtes, avec un mandat ou pour chercher une personne bien spécifique. Aujourd'hui, ils font aussi des descentes au hasard, entre guillemets, à la pêche, si je puis me permettre l'expression. On l'a vu en reportage, on a vu des agents de ICE faire des raids, par exemple, sur un parking VTC à l'aéroport ou encore sur un marché et arrêter 5, 10, 15, 20 personnes sans pour autant que ces personnes soient recherchées particulièrement par la police. En fait, ces agents sont devenus en quelque sorte le bras armé de Donald Trump. Certaines villes, certains États démocrates essayent de mettre en place des mesures pour limiter ce pouvoir, pour par exemple interdire aux agents de porter des masques ou encore d'entrer dans des propriétés privées. Mais l'administration Trump décide de passer outre et de laisser quasiment tous les pouvoirs à cette police de l'immigration. On va revenir vers vous, Diane, mais je voulais qu'on regarde ensemble ces chiffres, le budget d'ICE. On voit que dès 2022, les budgets vont grandissant en 2023. Ça, ce sont les années Biden et aujourd'hui, 9,7 milliards en 2025. John Law, qu'est-ce qui justifie une telle augmentation ? Première chose, quand Donald Trump est arrivé dans le présidentiel,
il y a eu déjà émis 3 millions d'ordres de quitter le pays. Donc, 3 millions d'ordres de quitter le pays étaient émis pour les juges d'immigration. Donc, c'est difficile d'appliquer la loi si les gens ne respectent pas. Et l'autre chose, le travail des ICE est assez difficile parce que dans plusieurs États, plusieurs grandes villes, en place de coopérer avec ICE pour dire que nous avons ces personnes qui sont ici illégalement dans les prisons, pas d'informations. Donc, ils doivent chercher, ils doivent aller dans les prisons eux-mêmes pour trouver les gens. Donc, le travail devient beaucoup plus difficile. Cole Stangler, on l'a dit, le budget de ICE avait déjà été revu à la hausse par Joe Biden. L'immigration illégale, c'est vraiment un problème? C'était déjà un sujet pour l'ancienne administration américaine? C'était un sujet pendant la présidence Biden, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que cette lutte contre l'immigration est au cœur finalement de la présidence de Trump, au cœur de sa vision politique, au cœur du Parti républicain. C'est ce qu'on appelle le nativisme. Donc cette idée selon laquelle l'immigration serait responsable de tous les maux possibles et que ce n'est qu'en réduisant drastiquement l'immigration, en expulsant les immigrés sur place, qu'on va restaurer en quelque sorte la santé de la nation. C'est un courant de pensée qui a toujours existé aux États-Unis, souvent en marge de la vie politique. Donald Trump l'a mis au centre du jeu politique. On a un président qui prend des idées qui viennent de l'extrême droite et qui le met au centre du jeu politique. C'est ce que fait Donald Trump. Et donc finalement, il fait ce qu'il a engagé pendant la campagne de lutter contre l'immigration. Pendant sa campagne, effectivement. Diane Schlinger, Donald Trump justement veut faire la guerre contre l'immigration illégale, mais en fait, ces migrants sont-ils vraiment tous illégaux? Dans votre reportage, on entend le témoignage de cette personne qui en fait est entrée légalement aux États-Unis et dont le visa a été annulé par l'administration Trump. Oui, c'est ça un peu toute la subtilité, c'est que factuellement, ils sont illégaux au sens où ils n'ont pas de statut légal, mais ce n'est pas vraiment comme on l'entend des migrants en Europe. Par exemple, nous sommes allés à Chicago, dans un quartier où plus de 40% de la population n'a pas de papier en règle, mais la plupart sont arrivés dans les années 90 pour trouver un travail. Ils ont fondé une famille, leurs enfants, puisqu'ils sont nés aux États-Unis, sont devenus américains. Ils travaillent, ils paient des taxes, mais ils n'ont jamais régularisé leur situation pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ils avaient peur d'être expulsés et de devoir abandonner leur famille. Et puis surtout parce que ici, ça coûte cher, la procédure coûte cher, jusqu'à $20 000 pour avoir un avocat et se faire régulariser. Et donc aujourd'hui, avec Trump, tout a changé, mais certains de ces migrants se font arrêter par la police de l'immigration quand ils vont au tribunal pour essayer de se faire régulariser. John Lowe, une question quand même. Vous voulez réagir ? Oui, je voulais répondre que pendant les 4 années de Joe Biden, presque 10 millions de personnes sont entrées. Ils ne sont pas entrés pendant les années 80 et c'était seulement ça. Et l'autre chose, on a eu plusieurs exemples dans les dernières semaines des conducteurs de grands camions qui ont eu des grands accidents avec des meurtres. Avec des morts. Il y a quand même une question qui se pose, pardonnez-moi de vous interrompre, John Lowe. On sait que par exemple au Texas, les migrants clandestins contribuent à hauteur de 10% de l'économie de l'État. L'économie américaine, elle peut vraiment se passer de ces migrants? Ça c'est vrai et ce n'est pas certain, mais les immigrants sont importants pour l'économie américaine. Il y a eu un exemple, il y a un mois, quand ICE a fait une raid dans l'usine de Hyundai à Savannah, quand ils ont arrêté beaucoup de Coréens. Et ça, c'était, c'est moi, une grosse erreur. Justement, Diane Schlinger, est-ce qu'on commence à ressentir les difficultés liées à un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs comme l'agriculture, le bâtiment, la santé ou d'autres ?
Oui, tout à fait. Forcément, 400 000 personnes expulsées et surtout des centaines de milliers qui se cachent pour échapper à ICE. Cela a des conséquences. On le voit ici, même à Washington, il y a moins de livreurs dans les rues. Certains restaurants ont dû fermer. Les employeurs pour les travaux ont du mal à trouver des salariés. Et en effet, dans le secteur agricole, c'est particulièrement visible. Selon des économistes, au moins 3 milliards de dollars de pertes de récolte, faute de main-d'œuvre. Résultat, les prix auraient augmenté de 5 à 10%. Et puis, cela aura sûrement des conséquences à long terme. Pour la première fois, à cause de la baisse du taux de natalité et de ces expulsions massives, le solde démographique des États-Unis sera négatif en 2026. Merci Diane Schlinger d'avoir été avec nous depuis Washington. Merci beaucoup. Alors, une question quand même concernant l'inflation, Cole Stanger. Je voulais qu'on regarde les chiffres justement de cette inflation. Cette inflation, elle n'arrête pas d'évoluer. Elle repart à la hausse justement là depuis ces derniers mois. C'était pourtant l'un des engagements de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est quoi? C'est les tarifs douaniers qui commencent à produire leur effet? Comment l'interpréter? Je pense qu'en grande partie, c'est lié aux droits de douane qui ont été mis en place par l'administration. Et on attend toujours les effets à moyen terme, à long terme, mais on ne peut pas avoir un tel choc économique sans conséquences. Et donc, c'est vrai que là, on est face aux contradictions dans la propre coalition de Donald Trump. C'est-à-dire, d'un côté, on a les bourgeois classiques de la droite américaine qui soutiennent le Parti républicain. On a des oligarques de la tech qui soutiennent des politiques traditionnelles du Parti républicain. En même temps, on a aussi un aile un peu plus souverainiste, protectionniste, incarné par J.D. Vance, qui, pour des raisons politiques, veulent absolument mettre en place ces droits de douane. Donald Trump essaye de faire une sorte il est toujours face aux contradictions de sa propre coalition. Ce qui explique ces allers-retours, Oui, finalement, cette stratégie ressemble à d'autres mesures assez erratiques. John Law, faire baisser l'inflation, c'était vraiment une promesse de campagne de Donald Trump, notamment les prix à la consommation. On se souvient de toute la polémique autour du prix des œufs ces derniers mois. C'est un signal inquiétant pour vous, les Républicains, avant les élections de mi-mandat qui auront lieu dans une petite année? Pour moi, oui, parce que je pense pour les droits douaniers, on n'a pas encore vu les effets totaux de droits douaniers. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de dérogations de ce qui était déjà annoncé. Pour les droits douaniers et l'autre chose, pas toutes les sociétés ont passé les coûts aux consommateurs. Peut-être en raison pour ça, et au début novembre, le Cour suprême va écouter un appel pour voir si Donald Trump avait vraiment le pouvoir pour appliquer beaucoup de ce droit douanier. Mais pour vous, c'était une erreur, ces droits de douane, d'un point de vue économique? De point de vue économique, et je suis un avocat, donc principalement d'un point de vue légal, parce que c'est, selon moi, le International Economic Emergency Powers Act ne lui donne ce pouvoir. Selon moi, il aurait beaucoup mieux fait de demander au Congrès le pouvoir de négocier ce qu'il voulait négocier. Et aussi, d'un point de vue économique, peut-être il pouvait négocier des mieux accords, mais avoir des droits douaniers très élevés, ce n'est pas une bonne chose. Allez, on va continuer, on va poursuivre, car pour justifier justement la campagne anti-immigration dont on parlait précédemment, eh bien, le président américain mettant en avant la lutte contre les trafiquants de drogue. Pour Donald Trump, drogue, criminalité, immigration illégale sont très liées. Il a déclaré la guerre aux narcotrafiquants dans les villes américaines, mais pas seulement. Récemment, il a lancé des frappes sur des bateaux accusés de transporter de la drogue au large du Venezuela. On regarde le sujet de Tristan Desser. Le navire naviguait au large du Venezuela quand il a été pulvérisé par une frappe américaine. Selon la Maison-Blanche, il transportait de la drogue. Donald Trump a annoncé lui-même l'opération sur son réseau social. Nos services de renseignement ont confirmé que le vaisseau trafiquait de la drogue en association avec des réseaux de narcoterroristes. La frappe a été conduite dans les eaux internationales et 6 narcoterroristes ont été tués. C'est au moins la 5e fois que les États-Unis mènent ce genre de frappe contre des navires désignés comme appartenant à des gangs criminels qualifiés d'organisations terroristes.
27 personnes ont ainsi été éliminées, des exécutions extrajudiciaires dont la légalité est discutée. Ce sont des exécutions illégales, parce que la justification de l'administration selon laquelle les États-Unis seraient engagés dans un conflit armé avec les trafiquants de drogue est absurde. Cela ne tiendrait pas devant une cour de justice. L'efficacité de la méthode est également questionnée. Je pense qu'il y aurait des moyens plus efficaces de dissuader le trafic. Par exemple, si vous capturez les gens vivants, vous pouvez les interroger. Ça permet de mieux comprendre qui sont leurs chefs criminels et qui sont leurs sponsors politiques. Alors que Washington accuse les dirigeants du Venezuela d'encourager le trafic de drogue, ces derniers ont protesté à plusieurs reprises. L'intention réelle n'est pas de lutter contre le trafic de drogue, mais de menacer le Venezuela. La tension est croissante entre les deux pays. Les États-Unis ont déployé d'importantes forces aéronavales dans les Caraïbes au cours des dernières semaines. John Lowe, quel est le véritable objectif? Vraiment de lutter contre le trafic de drogue en frappant des bateaux dont on n'est d'ailleurs pas tout à fait sûr qu'ils transportent de la drogue? Ou est-ce qu'il n'y a pas une petite idée aussi, quand on a l'intention d'effectuer des frappes sur le Venezuela, il n'y a peut-être pas envie d'un changement de régime dans le pays? C'est quoi l'idée sous-jacente vraiment? C'est le trafic de drogue ou c'est changer de régime au Venezuela? Selon moi, c'est trafic de drogue et il veut aussi réduire l'immigration illégale du Venezuela. Pour lui, il ne serait pas un problème s'il y a un changement de régime, mais il ne cherche pas un changement. Ça serait trop difficile. Ce serait contraire aussi à sa doxa, la doxa MAGA, de ne plus intervenir militairement en dehors des frontières de l'Amérique, par exemple. Ce serait contraire à cette promesse de campagne-là. Oui, c'est contraire à cette promesse de campagne, mais pour le moment, il n'est pas, de ce que je vois des sondages, beaucoup des républicains ne sont pas contraires. En revanche, j'ai un peu de difficulté de comprendre la base légale pour cette interdiction létale. Je n'ai pas vu une très bonne explication jusqu'à maintenant, mais je ne pense pas qu'ils cherchent un changement de régime en Venezuela. Ils seraient contents de l'avoir, mais... Cole Slangler, justement, je voulais qu'on regarde ensemble quand même ces chiffres, parce qu'il y a eu une épidémie de fentanyl. La consommation de drogue, c'est un vrai sujet aux États-Unis. C'est un fléau, on peut le dire? C'est un fléau. Les chiffres sont légèrement en baisse, mais c'est un vrai problème. On voit 76 000 morts, justement, là, liés à la consommation de fentanyl en 2023. Et en 2024, ça baisse encore. Ça avait déjà baissé auparavant, 48 000. C'est un succès à mettre vraiment à l'actif de l'administration Biden? Je pense qu'il y a plusieurs questions. Il y a donc la question de la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc ça c'est une question, mais là on est quand même sur un président qui utilise l'armée américaine. On n'a pas de preuves. En fait, on sait même pas pourquoi ces personnes ont été ciblées. On a la raison officielle de l'administration, mais ils ont pour l'instant pas donné de preuves. Et ça fait du bien d'entendre que vous trouvez ça peut-être contraire à la loi, parce que le Congrès n'a pas non plus autorisé ces interventions. Et c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de, finalement, Trump comme artisan de paix. C'est un peu l'image que ses partisans veulent donner. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un président... c'est pas des actions que faire un président qui sera un artisan de la paix. Il ne faut pas oublier non plus très rapidement, si je peux, les frappes sur les sites nucléaires iraniens qu'on a vus il y a quelques mois aux États-Unis, par le président Trump, qui n'ont été pas non plus autorisés par le Congrès, pas autorisés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on est quand même sur un président... Effectivement, on entend, mais on sait que derrière l'épidémie de fentanyl, il y avait la Chine qui envoyait justement cet opioïde qui passait justement par le Mexique. Est-ce qu'au fond, s'attaquer au Venezuela, c'est pas aussi peut-être s'attaquer à la Chine, grand allié du président vénézuélien? On sait que l'empire du milieu pèse de plus en plus lourd en Amérique latine. Peut-être, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que le président Trump avait déjà cette rivalité, même peut-être
volonté de faire un changement de régime au Venezuela qui date de son premier mandat. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne veut pas renverser le régime au Venezuela. Lui-même, il avait dit qu'il avait autorisé, c'est un moment assez étonnant, il dit devant la presse qu'il a autorisé des actions secrètes de la CIA au Venezuela. Donc là, on est quand même, encore une fois, un président qui veut déstabiliser, qui le proclame, qui est fier de le dire. Donc c'est un président qui n'hésite pas à utiliser la force militaire des États-Unis. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez quelque chose à ajouter, John Lo, à ce que dit... vous acquiescez, vous avez l'air d'accord. Il a dit, mais on ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais même si ce n'est pas vrai, ça c'est une facteur de déstabilisation, parce que les Vénézuéliens pensent que c'est vrai. Alors, dans ce contexte, il y a quand même une question qui se pose. Où sont passés les opposants à Donald Trump? Et il y a bien eu ces manifestations monstres samedi dernier, de San Francisco à New York, à Chicago, encore à la Nouvelle-Orléans. On estime que plus de 7 millions d'Américains se sont rassemblés contre, je cite, la dérive autoritaire du président Trump. Mais une interrogation demeure. Que font les démocrates un an après leur défaite électorale? Sont-ils muets ou juste inaudibles? Et les explications de Tristan Dessert, le correspondant de la RTS à Washington. Voilà qui résume l'ambiance politique aux États-Unis. Les chefs de la minorité démocrate du Congrès quittent la Maison-Blanche après une entrevue infructueuse sur le financement du gouvernement. Quelques minutes plus tard, Donald Trump publie cette fausse vidéo pour les tourner en ridicule. Plus personne n'aime les démocrates. Nous n'avons plus d'électeurs à cause de nos conneries woke. Face à un président qui ne joue pas selon les règles habituelles et capte toute l'attention médiatique, les démocrates ont bien du mal à se faire entendre. Il y a quelques semaines, l'ancien président Barack Obama lançait cet avertissement. Il faut arrêter de se regarder le nombril et de se lamenter en position fétale. Les démocrates doivent s'endurcir. Un constat que l'animateur Jon Stewart résume à sa façon. Aujourd'hui, nous allons parler du Parti démocrate, qui, vous le savez peut-être, existe encore. Sur le papier, en tout cas. Son invité, président du parti, reconnaît les difficultés. Nous avons un problème de marque, un problème de message et un problème de messager. Alors que Donald Trump polarise le pays et que ses politiques sont désapprouvées par plus de la moitié des Américains, le Parti démocrate récolte moins d'opinions favorables que le Parti républicain. Et sur des questions clés comme l'économie, l'immigration ou la criminalité, c'est le Parti républicain qui semble le plus crédible. Pour la majorité des Américains, le Parti républicain représente mieux les classes populaires et les pauvres, alors que le Parti démocrate serait le parti des riches et des élites. Face aux batailles politiques à venir, ils sont plusieurs à vouloir incarner le futur du parti, comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ou encore l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. Des ambitions individuelles qui peinent encore à dessiner une ligne stratégique claire. Allez, direction Washington, où l'on retrouve Tristan Dessert, le correspondant de la RTS, de la radio-télévision suisse. Alors Tristan, où sont passés les démocrates? Ils ne parlent plus ou est-ce qu'on ne les entend plus? Clairement, ils ont du mal à peser dans le débat pour plusieurs raisons. Alors il y a bien sûr l'activité permanente de Donald Trump, son talent politique, il faut bien le dire, sa capacité à occuper le terrain médiatique, qui fait que pour l'opposition, c'est compliqué. Elle apparaît toujours un peu à la traîne, en réaction, elle a du mal à imposer son agenda politique. Et puis il faut bien le dire, l'indignation permanente, ça ne fait pas un programme politique. Alors en ce moment, il y a le shutdown, vous savez, c'est l'arrêt des activités du gouvernement à cause du blocage au Congrès sur le financement du budget. Alors quelque part, c'est une manière qu'ont trouvé les démocrates de peser sur la politique, mais c'est aussi un peu un aveu d'impuissance puisqu'il s'agit tout simplement d'un blocage. Et puis, il y a le fond. Les démocrates ont quand même de gros débats en interne. Et pour résumer, on peut dire qu'il y a deux grandes lignes. Celle qui prône une politique très radicale, presque populiste, pour être le pendant de ce qu'a pu être le Trumpisme. Cette ligne s'incarne avec Bernie Sanders. Il n'est pas membre du Parti démocrate, mais il en est proche. Alexandria Ocasio-Cortez ou le probable futur maire de New York, Zoran Mamdani. Il a remporté la primaire démocrate
démocrate avec une campagne très horizontale et un programme très à gauche. Le problème, c'est que cette ligne, eh bien, elle peut aussi effrayer les électeurs les plus centristes, les plus modérés, et ce qui peut marcher pour un électeur au centre de New York ou de San Francisco ne fonctionne pas forcément pour un électeur du Wisconsin. Donc les démocrates ont ce dilemme sur cette stratégie politique, cette ligne sur le fond et sur la forme. Et puis on l'a évoqué un peu dans le sujet, il y a aussi ce problème, ce constat terrible que faisait le président du parti. Depuis des années, les démocrates apparaissent comme le parti des élites coupé des classes populaires. Justement, Cole Stengler, ça fait écho. Hein. Dans votre ouvrage, vous écrivez « L'image du Parti démocrate est devenue toxique ». C'est un mot fort, particulièrement dans les zones rurales. Comment expliquer ce désamour dans les campagnes, en dehors des villes, justement, des démocrates ? Oui, on a combien de temps? Parce que c'est une énorme question. Non, mais les gens liront les livres, les miroirs américains, s'ils veulent tout savoir. Non, il faut regarder aussi... bon, on peut commencer par les choix des démocrates au pouvoir. Il faut remonter à la présidence Clinton. Ouais. Donc, même avant. Vous voulez dire, par exemple, ils ont trop abandonné des sujets comme l'économie, la sécurité, des sujets qui parlent aux Américains pour peut-être choisir des sujets très sociétaux. Je dirais, c'est notamment plutôt... ce qui a été reproché à Kamala Harris pendant la campagne, d'avoir été sur des sujets très sociétaux, quoi. Je ne le formulerai pas exactement comme ça, mais le problème, c'est que les démocrates, avant, historiquement, donc on pense au parti de Roosevelt, du New Deal, les démocrates étaient le parti qui améliorait les conditions de vie des Américains. C'est très simple, c'est très banal, mais c'est important pour comprendre pourquoi les classes populaires votaient démocrates. Il faut remonter au New Deal dans les années 30. On peut aussi parler de la période de la Great Society de Johnson dans les années 60. Les démocrates faisaient des réformes assez pour redistribuer les richesses, augmenter les salaires, défendre les salariés, défendre les organisations syndicales. Donc il y avait, comme vous venez de le dire, une politique sociale qui était en tout cas claire. Il y a eu un tournant dans les années 80-90 suite à la présidence de Reagan où finalement Bill Clinton a intégré finalement la philosophie de Ronald Reagan et petit à petit les démocrates perdent une partie de leur base historique. Il faut préciser qu'ils gardent une partie des classes populaires dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'en dehors des grandes villes, c'est une catastrophe. Allez, on va retourner à Washington, retrouver Tristan Dessert. Tristan, 56% des Américains interrogés désapprouvent le président américain. On peut dire que c'est une des pires cotes de popularité d'un président après seulement 10 mois de pouvoir. Mais vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qu'ils reprochent au président, les Américains? Ils l'ont élu il n'y a pas si longtemps. Oui, et c'est d'abord sur le terrain économique que les inquiétudes ou les critiques sont les plus grandes. On s'en souvient, Donald Trump a été élu en grande partie sur cette promesse de redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Et pour l'instant, on tarde à voir les résultats concrets. Alors certes, l'inflation est globalement maîtrisée, mais c'était déjà sur la trajectoire un peu avant l'élection. Et l'inflation n'est pas négligeable. La situation de l'emploi est fragile. Les chiffres des nouvelles embauches ne sont pas très bons dernièrement. Il y a aussi les droits de douane qui inquiètent beaucoup et qui mettent en danger de nombreux secteurs, de l'industrie jusqu'à l'agriculture. Les agriculteurs américains dans le Midwest notamment sont très inquiets à cause des droits de douane et de la guerre commerciale avec la Chine, alors que c'est un électorat de Donald Trump. Et puis, il y a aussi la méthode Trump qui, certes, a pu faire son succès par certains égards, mais qui trouble quand même une partie des électeurs les plus modérés, les plus indépendants, sur la lutte contre l'immigration illégale, par exemple. Sur le principe, c'est plutôt quelque chose qui va recueillir l'approbation d'une majorité d'Américains. Lutter contre l'immigration illégale, avoir une approche dure sur le crime, pourquoi pas? Mais c'est vrai que la méthode qui a été appliquée, très radicale, ces images de la police de l'immigration avec des interventions très brutales, peut troubler une grande partie des électeurs, même chez les républicains. Alors Trump garde quand même sa base électorale, sa base MAGA, on va dire, Make America Great Again. Mais même là, on a pu voir au cours des derniers mois quelques fissures sur l'affaire Epstein, par exemple, ou sur la politique étrangère. Donald Trump revendique bien sûr ce succès au Moyen-Orient, par exemple, avec le cessez-le-feu, mais il y a aussi des critiques, et notamment de la part, pour un président qui s'est fait élire sur le slogan « America First », eh bien certains républicains, certains électeurs de sa base estiment qu'il passe trop de temps sur la politique étrangère et peut-être pas assez à s'occuper du portefeuille des Américains. John Lowe, cette cote de popularité en berne, elle vous inquiète un peu au sein du Parti républicain ?
Oui, ça m'inquiète un peu, mais... Il y a les élections mi-mandat quand même dans un an. Mais je pense avec Donald Trump, il y a les politiques que plus ou moins criminalité, immigration, économie, un peu moins. Mais les Américains sont d'accord. Son caractère... Beaucoup ne sont pas d'accord. Mais ça, ce n'est pas une base politique de dire que je n'aime pas Donald Trump. Je vois ma famille, mes sœurs détestent Donald Trump, même s'ils sont d'accord avec plusieurs... Les républicains, d'accord. Allez, on va continuer. Justement, Tristan Dessert, vous restez avec nous, car ces derniers mois ont été compliqués pour les médias aux États-Unis. Il y a les journalistes et les organes de presse qui ont perdu leur accréditation au Pentagone ou à la Maison-Blanche. Il y a aussi les poursuites contre plusieurs chaînes de télévision et plusieurs journaux. Il y a eu aussi les attaques contre des émissions satiriques qui ont l'habitude de ne pas épargner Donald Trump. Eh bien, on regarde tout de suite votre reportage, Tristan Dessert. It's Jimmy Kimmel Live. Retour à l'antenne pour l'humoriste Jimmy Kimmel, suspendu pour un commentaire sur l'assassinat de Charlie Kirk. Le président a clairement fait savoir qu'il souhaitait que moi-même et les centaines de personnes qui travaillent ici soient licenciées. Notre dirigeant se réjouit que des Américains perdent leur gagne-pain parce qu'ils ne supportent pas une blague. L'émission de Jimmy Kimmel avait été annulée le 17 septembre par le groupe audiovisuel ABC, propriété de Disney, après des menaces à peine voilées du président de la Commission fédérale des communications, nommé par Donald Trump. Ces entreprises peuvent trouver le moyen de changer leur conduite, de prendre des mesures sur Kimmel, où il y aura du travail en plus pour la Commission. Une pression critiquée jusque dans le camp républicain. Il menace explicitement. Nous allons retirer la licence d'ABC. Nous allons retirer ABC des ondes afin qu'elle ne puisse plus diffuser. C'est un langage de mafieux. Disney a finalement fait marche arrière face aux manifestations de soutien à l'humoriste, aux menaces de boycott et aux nombreuses réactions politiques. C'est de la censure. C'est du contrôle de la parole par l'État. Ce n'est pas l'Amérique. Mais aussi médiatique, notamment de la part d'autres humoristes. We have another fun, hilarious, administration compliant show. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'en prend régulièrement et fermement aux médias qu'il juge hostiles. Quand 97% de la couverture sur quelqu'un est négative, ce n'est plus la liberté d'expression. C'est juste de la triche. Nous nous en prendrions probablement à des gens comme vous parce que vous me traitez si injustement. En février, la Maison-Blanche avait banni les journalistes de l'une des deux grandes agences de presse américaines, du Bureau ovale et de l'avion présidentiel. Donald Trump a aussi déposé plainte contre plusieurs médias américains. Nous venons d'intenter une action en justice retentissante contre toutes les personnes impliquées dans la publication d'un article mensonger, malveillant, diffamatoire et faux dans ce torchon inutile qu'est le Wall Street Journal. En 2025, les États-Unis sont descendus à la 57e place du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, leur pire résultat. Tristan Dessert, vous qui êtes correspondant aux États-Unis depuis 9 mois, justement, est-ce que couvrir l'actualité tonitruante de la Maison-Blanche est facile comment vous le vivez ? Alors, c'est sûr qu'il y a un aspect, je dirais, épuisant avec ce rythme frénétique des annonces, cette provocation permanente qui a été érigée en mode de gouvernance. Et c'est pas facile à suivre. Et puis, je dirais plus fondamentalement, il y a un aspect un peu frustrant qui est de se voir tomber dans le piège qui nous est tendu, de devoir se positionner sur les aspects, justement, les plus outranciers, les plus inquiétants de la politique de Donald Trump. Et je pense qu'il y a vraiment des aspects qui doivent nous inquiéter, une
une sorte de dérive autoritaire, une attaque contre certaines institutions démocratiques. Mais on a peut-être tendance à se focaliser là-dessus ou à ne voir que le côté un peu grand guignolesque que peut avoir Donald Trump parfois. Et puis, si on se concentre trop là-dessus, on peut passer à côté d'une compréhension plus profonde des ressorts qui expliquent cette politique et qui expliquent surtout son succès. Par exemple, l'impuissance des politiques qui l'ont précédé sur l'immigration illégale ou sur l'inflation, ou le mépris ou l'arrogance qui ont pu être perçus chez les démocrates envers les classes populaires. Ça revient beaucoup quand on interroge des électeurs républicains. Et donc, en gros, le piège, c'est il faut arriver à débrancher Twitter, à débrancher Fox News et vraiment aller parler aux Américains, parce qu'il est trop facile peut-être de se focaliser uniquement sur Donald Trump et d'oublier comment un Donald Trump a pu émerger et de quoi, en fait, il est le symptôme. Cole Stenger, vous sentez justement la liberté d'informer, selon vous, elle est en danger déjà aux États-Unis ? Je pense que, clairement, on a entendu le mot tout à l'heure, il y a une vision autoritaire de Donald Trump, clairement, qui veut cibler ses adversaires. Il veut récompenser ses soutiens et cibler ses adversaires. Pour lui, les médias, la presse, sauf si, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, les médias qui le critiquent sont perçus comme des adversaires. Les médias qui donnent la parole à des gens qui le critiquent sont perçus comme des adversaires. Et donc, finalement, pour lui, les seuls médias qu'il respecte finalement, ce sont des médias comme Fox News, Fox News qui est responsable pour plusieurs membres du cabinet de l'administration Trump. Justement, John Law, quand vous entendez une dérive autoritaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes d'accord avec ces mots? Trump veut être un peu autoritaire. Il a, par exemple, avec les droits douaniers, il a pris des pouvoirs que, selon moi, il n'a pas. La presse, les critiques existent, il ne peut rien faire. Il a commencé une action contre le New York Times, mais faire une action de diffamation, c'est très très difficile pour quelqu'un comme un président. Donc, il a fait, il va proséguer, mais rien ne va passer. John Law, Cole Stenger, vous restez avec moi. Merci Tristan Dessert d'avoir été avec nous en duplex justement depuis Washington. Merci à vous. Parmi les décisions de Donald Trump, il y a eu la fin de l'aide américaine, 9 milliards de dollars retirés à des organisations humanitaires. Justement, l'annulation de ces subventions a eu de lourdes conséquences, par exemple à l'OMS, l'UNICEF ou encore au Conseil des droits de l'homme. Sur le terrain, par exemple, en matière de lutte contre le sida, qu'en est-il? Un reportage de Sophie Langlois pour Radio-Canada. Des centaines de cliniques ont subitement fermé en Afrique du Sud. Panique, crise, catastrophe. Les superlatifs abondent dans les médias du pays. This is just one of the sexual health clinics that have been shut down since the US aid funding freeze. La suspension de l'aide américaine provoque en Afrique du Sud la pire crise de santé publique depuis l'explosion des cas de VIH il y a 25 ans. We've seen people try and enter and be turned away. Des gens ont tenté d'entrer, mais ont été renvoyés, dit la journaliste, devant cette clinique qui accueille normalement des femmes atteintes de maladies transmises sexuellement. Je ne sais pas quoi faire, dit cette femme qui venait chercher sa médication pour 3 mois. 20 millions de personnes atteintes du sida, la majorité en Afrique, dont 1 demi-million d'enfants, recevaient gratuitement des antirétroviraux grâce au programme américain PEPFAR, créé par le président George W. Bush. Ce programme est aussi suspendu, ce qui fait craindre une nouvelle pandémie de sida en Afrique. If PEPFAR is not continued, the repercussions are almost catastrophic. Si ce programme n'est pas maintenu, cela pourrait être catastrophique, dit ce chercheur sud-africain. Des cliniques et des programmes de distribution de médicaments et de nourriture ont déjà fermé dans des dizaines de pays en Afrique. C'est le cas en Eswatini, l'ancien Swaziland, un petit royaume entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. C'est comme si on dérobait le tapis en dessous de tout le système de santé d'un seul coup, sans avertissement. Fait que les femmes ne sont même pas informées de « venez pas à la clinique, c'est fermé ». Ils font 2 heures d'autobus, puis ils arrivent, puis là, il y a des files, des fois, avant que les gens
accepte que c'est fermé et qu'il n'y aura pas de distribution de médicaments. Ce médecin co-préside une ONG montréalaise qui a mis sur pied une clinique en Eswatini en partenariat avec USAID. On y soigne des femmes qui ont le VIH et ou le virus du papillome humain qui fait grimper les cas de cancer du col de l'utérus. Tous ces traitements et les vaccinations ont cessé. Mais ça veut dire, lorsqu'on ne traite pas le VIH, ces gens-là vont mourir. C'est des gens qui sont relativement plus jeunes. Puis donc, c'est toute l'économie d'un pays qui va en souffrir. Une fois les Américains vont s'être retirés, c'est les Chinois ou les Russes qui vont rentrer. Les programmes de lutte contre la malaria sont aussi sévèrement affectés. Et on craint la multiplication des cas de tuberculose qui augmente avec la propagation du VIH. La tuberculose, actuellement, on est dans une épidémie tranquillement qui s'étend, on appelle multirésistante, pour lesquelles les médicaments sont très limités pour pouvoir traiter la tuberculose. Puis ces maladies-là, est-ce qu'ils vont avoir sorti aussi de l'Afrique, puis se rendre en Europe ou se rendre en Amérique du Nord ou en Amérique latine? Je veux dire, tout le monde qui est dans le domaine des maladies infectieuses s'inquiète de ça. La suspension totale et soudaine de l'aide américaine ravive le nationalisme africain. Le président de l'Afrique du Sud a réagi avec une démonstration de force et un discours à la nation. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. Ça va faire mal, dit cet étudiant. La guerre commerciale va faire augmenter les prix. Mais en même temps, on développe nos infrastructures pour être plus indépendants. On va devenir un pays développé. C'est notre priorité. John Goldstanger, je vous propose tout de suite de partir au Canada, à Montréal. On va retrouver Dominique Forget. Dominique, alors où en est-on de l'aide américaine internationale? Est-ce que ces contributions se sont bel et bien arrêtées? Quid, par exemple, de PEPFAR, le plan d'urgence du président américain contre le sida? Bien, écoutez, oui, c'est ça. Très tôt après son investiture, en fait, Donald Trump a gelé l'aide humanitaire aux pays étrangers et ça incluait PEPFAR. Donc, le programme dont dépendaient ces 20 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde pour recevoir ces médicaments. Il y a eu des protestations et Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, a approuvé une dérogation humanitaire pour qu'on puisse continuer à envoyer des médicaments vers les pays d'Afrique subsaharienne ou les autres pays où sévit la crise du sida. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? En fait, PEPFAR, en 2025, devait recevoir 6 milliards de dollars. C'est le budget qui avait été voté par le Congrès. Et là, au jour d'aujourd'hui, PEPFAR n'a reçu que la moitié, 2,9 milliards de dollars. Donc, l'administration américaine a retenu la moitié du budget. Donc, il y a encore des antirétroviraux qui arrivent dans les cliniques, mais il y en a moins qui arrivent et on a moins de moyens donc, pour les déployer. Et ça, c'est un peu le pire scénario du point de vue de la santé publique, parce que quand on prend des antirétroviraux, qu'on arrête, qu'on recommence, eh bien, ça donne l'occasion au virus de développer des mécanismes de résistance aux antirétroviraux. Et c'est la crainte en ce moment des experts de santé publique, c'est qu'on voit émerger des souches du VIH qui résistent aux médicaments dont on dispose. On va revenir vers vous, Dominique Forget. Une question à vous, John Lo. C'était se désengager de certaines organisations, réduire, supprimer l'aide américaine. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte à avoir quand même que les États-Unis laissent leur place à d'autres pays en termes de rayonnement? Probablement, oui. Je pense par exemple à la Chine. La nature a horreur du vide. Probablement, oui. Mais les États-Unis ont fait le choix, ils sont en train de faire le choix. Il y a des organisations qu'il faut soutenir et il y a des organisations, peut-être, par exemple, UNESCO, qu'ils sont trop corrompus, ils ont trop de problèmes, c'est mieux de le laisser aller. Et maintenant, pour
Nations Unies, je pense que les États-Unis donnent 20-25% de budget annuel de cette organisation. Donc, c'est très important. Les États-Unis doivent choisir. Il y a des organisations qui fonctionnent et il y a des organisations qui ne fonctionnent pas. Et l'autre chose, je voulais dire très vite, ce n'est pas le candidat d'argent qui doit aller résoudre un problème, mais c'est aussi l'administration. L'Agency for International Development était une organisation très, très lourde. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'administration et pas beaucoup d'argent est arrivé à la fin. D'accord. Cole Stengler, la fin de cette aide américaine, selon vous, elle va se traduire par une perte de rayonnement des États-Unis dans le monde, en mauvais français de leadership? Oui, je pense tout à fait. Rapidement, je voulais revenir sur les conséquences encore, il faut les souligner, les conséquences. Donc, selon une étude de The Lancet, donc la fermeture de cette agence, USAID, il prévoit peut-être plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030, dont 4,5 millions d'enfants en dessous qui ont moins de 5 ans. Donc, ce sont des vraies personnes qui sont touchées. Peut-être ça, d'un point de vue fiscal, je ne sais pas, ça vaut le coup. En tout cas, il y a des personnes vont mourir à cause de ces choix. Donc ça, il faut toujours le dire. Ensuite, par rapport à cette question de l'influence américaine, USAID aussi faisait partie du soft power américain. Donc tout à fait, on peut imaginer que l'idée d'avoir moins d'aide américaine, évidemment, forcément, ça va avoir un impact sur l'image des États-Unis. Et ça ne peut pas laisser la place à d'autres aussi dans les organisations. C'est qu'en général, quand des États se désengagent de l'ONU, notamment, il y a d'autres pays qui sont ravis de pouvoir prendre cette place. Je pense que si on écoute les spécialistes géopolitiques de l'Afrique, c'est exactement ce qu'ils diraient sur la Chine et la Russie qui vont finalement prendre la place des États-Unis, tout à fait. Voilà, vous restez avec moi, Dominique Forget, vous restez également avec nous. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président Trump a entamé un véritable bras de fer avec le monde de la science. La recherche, comme les universités, ont été touchées par des coupes budgétaires. Et justement, Dominique, vous êtes allé à la rencontre de ces chercheurs qui ont de plus en plus peur de s'exprimer. On regarde notre reportage qui a été diffusé justement dans le magazine Découverte sur Radio-Canada et on se retrouve après. Ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste scientifique et j'ai jamais connu une crise pareille. Je vais tenter d'en évaluer les répercussions au Canada et de voir comment les chercheurs de ce côté-ci de la frontière se battent pour poursuivre leurs recherches dans le climat actuel. I think a lot of people might not be aware of how bad this is. L'une des premières scientifiques à qui j'ai voulu parler, c'est Angela Rasmussen. C'est une virologue américaine qui fait de la recherche sur les virus émergents et le développement de vaccins à l'Université de la Saskatchewan. C'est l'une des scientifiques les plus virulentes à l'égard de Donald Trump. Des escrocs et des charlatans veulent prendre le contrôle de la science. C'est du fascisme. Le 30 janvier 2025, 10 jours après l'investiture de Donald Trump, Angela Rasmussen reçoit un appel d'une journaliste américaine. Elle m'a demandé si j'avais entendu une rumeur à l'effet que le site Internet des CDC allait être effacé le lendemain. J'ai tout de suite averti mes amis scientifiques. Les CDC, ou Centers for Disease Control, c'est l'agence de santé publique du gouvernement américain. Son site Internet est une mine d'informations pour les médecins, les chercheurs et le grand public. Non seulement aux États-Unis, mais aussi chez nous, au Canada. Le 31 janvier, ces pages commencent à disparaître. Ce ne sont pas les seules. Des données sur le VIH, le tabagisme et beaucoup d'autres sont supprimées. Un ordre de la Cour va finalement forcer le gouvernement à restaurer les données. Mais l'attaque du président américain envers la science fait juste commencer. Dans les semaines qui suivent, l'administration Trump licencie des milliers d'employés
qui travaille pour les Centers for Disease Control. Elle coupe massivement dans les effectifs de la Food and Drug Administration, la FDA, qui est responsable d'approuver les nouveaux médicaments. Elle s'attaque aussi aux National Institutes of Health, les NIH. Madeleine Durand est médecin interniste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Elle fait aussi de la recherche sur le VIH. C'est l'un des premiers domaines qui a été ciblé par les coupes au NIH. Donc, ce qu'on a vu là, dès la conférence des rétrovirus à San Francisco au mois de mars, c'est une terreur. La peur était endémique. Des équipes de recherche qui ont décidé, sans qu'on leur ait demandé spécifiquement, de changer le vocabulaire de leurs publications pour enlever les mots genre, pour enlever les mots femme, pour enlever les mots transgenre, afin de ne pas se faire remarquer par le gouvernement américain. Donc, un climat de peur qui rappelle tous les mots totalitaires de l'histoire. Au Canada, on a tendance à penser que l'épidémie de VIH est derrière nous et que la recherche n'est plus nécessaire. Mais les coupes de l'administration américaine vont favoriser le retour du virus partout sur la planète. Ça, c'est garanti. C'est un fait scientifique établi. C'est ce qui va arriver. D'autres virus pourraient profiter des politiques de l'administration Trump. Les CDC ont relâché la surveillance du H5N1, responsable de la grippe aviaire. Pour l'instant, le virus circule surtout chez les oiseaux et les bovins, mais il menace de se propager aux humains. Les oiseaux infectés vont traverser la frontière canado-américaine. Because the MMR vaccine contains a lot of aborted fetus debris and DNA particles. Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., multiplie les fausses déclarations sur les vaccins. Pendant ce temps, les cas de rougeole explosent aux États-Unis et au Canada. Les scientifiques manquent de moyens pour combattre la désinformation. On a l'impression que la science s'est fait attaquer sous tous les fronts. Puis nous, on est là avec nos articles dans le New England Journal of Medicine, puis c'est pas du tout l'arme du jour. Je ne connais pas les médias sociaux, j'ai pas de compte Instagram, je suis complètement ignorante de tout ce qui se passe en ligne. Puis je m'en veux. J'ai l'impression qu'il faut l'occuper, cet espace-là, parce que les théories du complot, elles, l'occupent. Ce ne sont pas tous les scientifiques qui osent dénoncer les politiques de Donald Trump. Plusieurs vivent dans la peur, y compris au Canada. Ce sont des gens qui sont des cerveaux exceptionnels, qui sont en train de repousser les limites de la connaissance humaine. Et oui, certains d'entre eux vont peut-être devoir se trouver d'autres métiers pour répondre à leurs dépenses courantes. Pour échanger avec ses collègues américains, Angela Rasmussen utilise maintenant des systèmes de messagerie cryptés. Certains ont peur d'être congédiés si ça savait qu'ils me parlaient. La virologue sait qu'elle est dans le viseur des autorités américaines, mais elle refuse de se taire. Je me dis que je pourrais vivre en Allemagne en 1938. Quel genre de personne est-ce que je voudrais être? Il y a des choses qui sont trop importantes pour se taire. John Lou, Cole Stangler, on va retrouver à Montréal Dominique Forget. Dominique, on comprend dans votre reportage que vous avez eu beaucoup de mal à trouver des scientifiques qui acceptent de témoigner. Oui, surtout dans les premières semaines, surtout les chercheurs qui recevaient des fonds américains. Si on parle seulement de la recherche biomédicale, par exemple, il existe aux États-Unis un organisme subventionnaire incomparable qui s'appelle les National Institutes of Health, les NIH. Et ils ont un budget annuel de 48 milliards de dollars. On dit même que pratiquement tous les médicaments dont on dispose ont été développés au moins en partie grâce à cet organisme-là. Donc, ils ont, les NIH, leurs propres chercheurs à l'interne, mais ils subventionnent aussi des projets de recherche dans des universités américaines, mais partout dans le monde, dont au Canada.
Et donc, au Canada, c'est en quelque part nos meilleurs chercheurs qui avaient ces subventions-là. Parce que quand on est chercheur dans une université, bien, on peut avoir des subventions au niveau provincial, ce qui est très bien. On peut avoir des subventions au niveau fédéral, donc au niveau canadien. Mais quand on allait chercher du financement américain, bien, c'était la consécration. Et donc, l'hiver dernier, ces chercheurs-là, canadiens, qui avaient des fonds américains, ont reçu des lettres où on leur demandait, bon, est-ce que vos thèmes de recherche touchent à des questions d'équité, de diversité, d'inclusion, à l'hésitation vaccinale, donc des thèmes qui étaient devenus non grata. Et oui, il y a eu un climat de peur, donc vraiment d'autocensure. On ne voulait pas parler, on ne voulait pas se faire remarquer, on avait peur de se faire couper ces fonds de recherche. Maintenant, à partir du 1er mai, les NIH ont adopté une nouvelle politique. Ils ont dit aux chercheurs américains qui reçoivent des fonds NIH, dorénavant, vous n'avez plus le droit de partager vos subventions avec des chercheurs étrangers. Ça a rendu les collaborations internationales plus compliquées. Et là, bien, les chercheurs canadiens qui recevaient des fonds NIH, du jour au lendemain, ont perdu leur financement. Et alors là, les langues se sont déliées parce qu'il n'y avait plus rien à perdre. Ils l'ont perdu, leur financement. Cole Stengler, comment on explique ces attaques, on peut qualifier ça comme ça, je crois, d'attaques quand même contre la recherche, contre le savoir, contre la science, en tout cas baisser des subventions ainsi, c'est ne pas vouloir encourager, à minima, la recherche. Tout à fait, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il faut regarder finalement la coalition politique derrière Donald Trump, qui les soutient, qui est dans son entourage. On l'a vu tout à l'heure, les images de Robert F. Kennedy, donc son ministre de la Santé, qui finalement est peu qualifié pour ce poste. Quelqu'un qui est très anti-vaccin, mais qui est là parce qu'il a appelé à voter Donald Trump pendant les élections. Donc il est entouré par des gens qui sont des alliés politiques, mais finalement ont souvent peu de qualifications et qui vont utiliser leur poste pour faire de la politique finalement. C'est le cas de Robert F. Kennedy, c'est le cas de... On a entendu aussi cette lutte contre aux États-Unis, on parle de DIA, mais en France on pourrait dire la lutte contre le wokisme, cette idée selon laquelle il y a des pratiques woke qui seraient en train de corrompre les recherches. Ça finalement c'est quelque chose qui est très peu présent sur le terrain, mais on a une vision très politisée de la recherche et ça vient finalement de cet entourage autour de Donald Trump. Une question pour vous, John Liu. Dans le reportage de Dominique Forget, on entend la crainte, un peu la peur même des chercheurs d'exprimer leur désaccord. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que, par exemple, tous les républicains sont d'accord avec ces décisions de ces grosses coupes dans la recherche? Et puis, est-ce que si certains républicains ne sont pas d'accord, désapprouvent, est-ce qu'ils osent le dire? Est-ce qu'ils ont le courage? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui à l'administration Trump? On n'est pas d'accord quand on est républicain. Selon moi, beaucoup de républicains sont en faveur de la recherche, mais ça dépend aussi. Quel type de recherche, qui va faire la recherche, quel est le coût de la recherche. Par exemple, je pense que beaucoup des coûts des subventions étaient pour les universités comme Harvard et Columbia. Et pour cette université, il y a des problèmes avec la protection des étudiants juifs. Ils avaient des problèmes de discrimination. Et donc, il y a eu autre chose. Il y a beaucoup d'universités aux États-Unis. En effet, j'ai vu récemment un nouveau tableau des meilleures universités américaines avec des universités comme University of Texas, University of Florida, qui sont beaucoup mieux que Harvard et Yale et Princeton. Donc, il faut avoir la recherche, mais il faut le bien faire. Mais est-ce que des républicains désapprouvent? Est-ce qu'au sein des républicains, il y a des gens qui désapprouvent certaines décisions de l'administration Trump? Et si oui, est-ce qu'ils peuvent le dire? Oui, ils peuvent le dire. Par exemple, on a parlé de Robert Kennedy. Il n'est pas le favori de beaucoup des républicains. Ils ont des problèmes avec. Il est peut-être le membre du cabinet le plus aimé par les républicains. Dominique Forget, j'avais envie de vous poser la même question que pour l'aide internationale américaine. Finalement, au bout du compte, parce qu'on sait qu'il y a des allées, des retours, il y a la Cour suprême, il y a aussi parfois des subventions qui sont revenues. Où en est-on justement du budget
budget du financement de la recherche et des universités aux États-Unis? Oui, bien, il y a beaucoup d'incertitudes. Certains chercheurs se sont tournés vers des fondations privées, au moins pour terminer des projets de recherche qui étaient en cours, parce qu'il y a des projets qui peuvent s'étirer sur 4-5 ans qui étaient financés. Et là, on les coupe à la 5e année, au moment où on récoltait les fruits des efforts qu'on avait semés pendant 4 ans. Alors, de façon, au moins pour compléter un projet, on peut se tourner vers des fondations privées. Moi, j'ai des chercheurs canadiens qui m'ont dit qu'ils s'étaient adressés directement au NIH pour obtenir des sursis. Et dans certains cas, ça fonctionnait. La volonté que Donald Trump a exprimée, c'était de couper 40 du budget des NIH. Mais pour l'instant, le Congrès s'y oppose. Donc, autant du côté des démocrates que, oui, du côté des républicains. On a exprimé la volonté de maintenir le budget. Bon, en ce moment, il y a une paralysie budgétaire au Congrès. On n'est pas capable de s'entendre sur le prochain budget, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Ce qui semble clair, c'est que les projets qui ne répondent pas à l'idéologie du gouvernement vont être stoppés. Déjà, on a arrêté toute la recherche sur les vaccins à ARN messager. En contrepartie, le gouvernement va initier ses propres projets de recherche. On a parlé de Robert F. Kennedy Jr., qui a initié un projet de recherche sur les liens entre les vaccins et l'autisme. Il va être financé à la hauteur de 50 millions de dollars, ce projet-là, même si la communauté scientifique s'entend largement pour dire qu'il n'y a pas de lien entre l'autisme et les vaccins. Merci beaucoup, Dominique Forget, d'avoir été en duplex pour nous depuis Montréal. Merci à vous. Sur ce que vient de dire Dominique Forget, justement, par exemple, sur cette recherche, ce financement de la recherche entre M. Kennedy et l'autisme, qu'en pensez-vous? Je dois dire que je ne connais pas ce sujet. En fait, c'est emblématique, si je peux dire, du courant anti-intellectuel au sein de la droite américaine qui a toujours été très forte. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la politique. Finalement, tout ce que Trump fait est très politique. Et donc, ça plaît finalement à une partie de la base républicaine de cibler des universités qui sont finalement le lieu où l'élite culturelle américaine se reproduit. Donc, allez, c'est très politique. Justement, puisqu'on parlait du Canada, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de ces Canadiens qui ne voulaient plus aller passer leurs vacances chez leurs voisins américains. Alors, est-ce toujours le cas? Et puis, quid des autres touristes? Les Européens, par exemple, boudent-ils aussi la destination américaine? On regarde le reportage de Jean-Sébastien Cloutier pour Radio-Canada. Ça a été comme ça pratiquement tout l'été. New York est plus tranquille ces jours-ci. Pourtant, 2025 devait battre des records. L'an dernier, à la même époque, les guides, on se battait pratiquement pour avoir le meilleur endroit. Puis là, il n'y a rien. Les touristes internationaux délaissent la ville. Généralement, il y a les lignes d'attente pour se prendre sa photo en face par de derrière le taureau et devant le taureau qui descendent toute la rue. 14 millions d'entre eux étaient attendus. Ils seront presque 2 millions de moins, selon les dernières estimations officielles. C'est pas ça en ce moment. Benoît Gendron est un amoureux de la métropole. Guide touristique, il vit ici depuis 28 ans. Généralement, je pouvais faire de 2 à 3 visites par jour. Ça m'arrivait à faire 3 visites par jour. Maintenant, c'est 1 par jour, je me sens choyé. My Canadian student travel agencies are telling me I don't want to send a high school from Quebec City to America if they get stuck at the border for 8 hours because one kid's passport. Matt Lévy, lui, a choisi le quartier chinois, son lieu préféré pour nous rencontrer. Sa compagnie se spécialise dans les visites guidées pour les groupes scolaires. So in 2024, my company grossed $35,000 Canadian student groups only. 2025, 5,000. So a literal $30,000 income, poof, evaporation into the air. L'absence des Canadiens et des Québécois se reflète partout, à tous les niveaux, à partir des institutions jusque dans mon porte-monnaie. Un peu partout à Manhattan, c'est le même refrain. Les Canadiens se font rares. Ce déclin est ressenti dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.
Le musée de Broadway offre une immersion dans l'univers des spectacles musicaux qui ont marqué la célèbre artère depuis des décennies. There's no question that we have seen a decline in international tourism this past year. Speaking of Canada specifically, we have seen about approximately a 50% decline. Un manque à gagner assez important pour que le musée fasse la cour aux Canadiens. Come visit us, Canada. We would love to have people in this space, and we're offering a special discount to Canadians right now. Cet expert rappelle à quel point le tourisme joue un rôle primordial. Tourism is one of the largest employments in New York City. Millions of, if not maybe billions of tax dollars are going to be lost. Castle Clinton, c'est l'endroit où on achète les tickets pour le traversier pour la Statue de la Liberté. Allemands, Français, Espagnols, les Européens sont aussi un peu moins nombreux à visiter New York. En septembre, est-ce que c'est normal que le bateau soit pas plein? Non. C'est une vache à lait. Il y a tellement de monde. Et puis là, il n'y a rien. C'est pas normal. Je crois qu'on est devenu un petit peu moins amicaux avec nos amis du monde. Anything with the political, economical, legal, geopolitical issues, with the tariffs, I call this a perfect storm. Dans tout le pays, le nombre de touristes internationaux a baissé de 6 %, ce qui fait dire au Conseil mondial du voyage et du tourisme que les États-Unis sont le seul pays sur les 184 étudiés à voir ses revenus chuter en 2025. This was decided by one man and his crazy ego. If he didn't threaten to annex your country, if he didn't threaten to make Canadians not feel welcome, it wouldn't be a problem. George Washington, à l'été 1776, était ici. Benoît préfère ne pas commenter la politique, mais il n'est pas très optimiste. J'ai l'impression que ça va aller pire avant que ça aille mieux. À New York, les réservations en vue de l'hiver sont d'ailleurs bien en deçà des espoirs. John Lo, qu'est-ce que ça vous inspire, les touristes qui ne veulent plus aller aux États-Unis, les touristes étrangers? Dans un an, les États-Unis vont accueillir la Coupe du monde de football. Oui. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Il y a un peu de vérité avec ce que passe, mais je pense aussi qu'il y a un autre aspect. New York, par exemple, est une ville assez chère, oui. Même avec... oui, mais Las Vegas est touché aussi. Toutes les autres villes sont touchées par cette désaffection des touristes. Toutes les autres villes américaines. Ça, c'est vrai. Il va falloir peut-être... Mais vous avez, avec le Coupe mondiale dans un an... on va voir. Non, mais il va peut-être falloir aussi alléger les formalités, parce qu'en fait, si aussi les touristes ne vont plus aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont peur de rester bloqués pendant des heures. Il y a aussi le prix des visas qui a beaucoup augmenté. Il va peut-être falloir revoir tout ça, vous pensez, avant la Coupe du Monde ? Oui, ça peut décourager les visites, les touristes. Qu'est-ce que je peux dire? Cole Stengler, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que franco-américain? Vous vous dites, c'est vraiment... On comprend ces touristes qui n'ont pas envie d'aller aux États-Unis. On comprend très bien. Quand on regarde les États-Unis aujourd'hui, en tout cas moi, ça me fait réfléchir aux paroles de l'interlocuteur du sénateur Joseph McCarthy, donc sénateur derrière la peur rouge, comme on l'appelait dans les années 50 aux États-Unis, derrière le macartisme. Donc l'interlocuteur qui disait à McCarthy, n'avez-vous aucune décence finalement devant au sénateur? C'est ce qui me revient à l'esprit quand je pense au président actuel. Mais il faut toujours se dire aussi que les États-Unis ont traversé des périodes très dures dans le passé. Donc la guerre de sécession, la Grande Dépression, avec finalement le New Deal derrière, avec une grande coalition pour finalement mettre en place des politiques progressistes, le mouvement des droits civiques dans les années 60. Donc le pays a connu des périodes très sombres et on a quand même eu des mouvements importants. John Lo, j'aimerais savoir, avoir votre sentiment. Vous qui vivez à Paris, qui êtes un républicain, est-ce que vous sentez l'image de votre pays se dégrader? Est-ce que vous sentez dans les conversations qu'on demande beaucoup plus est-ce que c'est difficile à vivre d'être républicain en ce moment à Paris? Vraiment
Pas du tout, pas du tout. En effet, je dois dire que je rencontre beaucoup de personnes qui sont à côté de Trump. Même s'ils ne le disent, mais ils me disent, je ne vois pas ça. Vous ne ressentez pas une agressivité des Parisiens ou des Français, par exemple, à votre égard? Même avec mes amis qui sont un peu à gauche, pas de problème. Cole Stengler, quel est votre ressenti à vous, en tant que Franco-Américain? Vous êtes retourné aux États-Unis, justement, je crois, au cours de l'été. Est-ce que vous avez senti quelque chose changer, justement? Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on commente souvent, très souvent la politique américaine sur les plateaux de télé aux États-Unis. En Europe, on a beaucoup de choses à dire et c'est important. Mais sur place, finalement, ce qui m'a frappé, c'était finalement l'absence de discussion politique. C'est ça qui rend ce moment tellement surréaliste. Polarisé. Polarisé, mais même au-delà de ça, en quelque sorte un peu dépolitisé. C'est ça qui est un peu surréaliste. On a un président qui fait des changements immenses, mais en même temps, une forme de dépolitisation importante. Mais merci, Cole Stengler, d'être venu sur le plateau. Beaucoup de discussions politiques. Eh bien, merci beaucoup également à vous, John Lo, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Merci à vous aussi, merci Cole. Voilà. Merci aux médias francophones publics pour leur soutien. Voilà, c'est la fin, ce numéro d'Objectif Monde. À bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde.